Avec ce documentaire, voilà 10 ans, son réalisateur, Jean-Charles Deugnot, décrivait donc au plus près, vous venez de le voir, un système mis en place dans le département des Hauts-de-Seine dès les années 60 par le parti gaulliste, régulièrement entaché de forts soupçons de fausses factures, de corruption et de blanchiment d'argent. Un tel système pourrait-il encore être d'actualité aujourd'hui? Quelle forme prend désormais la corruption chez les élus et les agents publics? Nous allons maintenant en débattre avec nos invités présents sur ce plateau de Débat-Doc, en commençant par vous, Élise Van Beneden. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes avocate et membre du conseil d'administration de l'association anticorruption Anticor, association où vous militez depuis 2008 et dont vous avez assuré la présidence. C'était entre 2020 et 2024. Vous êtes par ailleurs cofondatrice avec le journaliste Denis Robert du média Blast et on vous doit aussi résister à la corruption, un ouvrage coécrit avec le magistrat Éric Alt et publié chez Tract Gallimard. Et puis je précise aussi que Anticor a vu renouveler son agrément. Cet agrément a été créé par Christiane Taubira, c'était en 2013. Il est délivré pour 3 ans par le ministère de la Justice. Dans le domaine de la lutte anticorruption, il y a 3 associations en France qui bénéficient de cet agrément. Transparency International France, Sherpa et donc Anticor. Et cet agrément vous permet de vous porter partie civile dans les affaires de corruption qui nous concernent aujourd'hui. Yann Philippin est également avec nous. Bienvenue à vous, Yann Philippin. Vous êtes journaliste au service enquête de Mediapart, spécialisé dans les affaires financières, de fraude fiscale et de corruption. Vous vous êtes intéressé de près, entre autres, c'est en 2015, aux affaires liées à la ville de Puteaux, située dans le département qui est au cœur de ce documentaire que nous venons de voir ensemble, autrement dit, les Hauts-de-Seine. Et puis enfin avec nous, Frédéric Monnier. Bienvenue à vous, Frédéric Monnier. Merci. Vous êtes historien, professeur à l'Université d'Avignon et spécialiste de l'histoire de la corruption politique. Vous vous apprêtez à publier aux éditions Champvallon Un pouvoir malhonnête, l'histoire de la corruption publique en France des années 1750 à 1950. Ça sera donc à découvrir très bientôt aux éditions Champvallon. Ce documentaire se termine par rendez-vous dans 10 ans. Et dans 10 ans, nous verrons bien si les choses se sont un tant soit peu arrangées dans les Hauts-de-Seine et s'il sera encore question de ce type de système mis en place dans ce documentaire que nous venons de voir. Nous sommes 10 ans après. Qu'en est-il exactement ? Il y a eu des avancées par rapport à la situation. D'ailleurs, le documentaire commence à le dire, puisqu'il y a eu des lois qui sont venues régir, par exemple, le financement des campagnes électorales, qui est très souvent lié à la corruption. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont plus strictes, ne sont pas toujours respectées. Il y a toujours des lois contre la corruption. Il y a eu des avancées, disons, dans le contrôle, puisqu'on a créé une autorité, par exemple, de la transparence de la vie publique. On a créé des garde-fous. On a créé l'AFA, qui est l'Agence française anticorruption. Donc, on a créé des acteurs. On a pris en compte l'existence de ce phénomène. Et les pouvoirs publics ont pris en compte le problème. Ce sont les lois Sapin 1, Sapin 2, la loi aussi pour la moralisation de la vie publique, qui est la loi de 2017, qui a des avancées, mais vraiment minimes par rapport à celles qui ont été faites avant, notamment par la loi Sapin 2. Et pourtant, on est toujours dans un phénomène qui est systémique. On le voit en ce moment parce qu'il y a plein de procès de corruption, de financement illégal. On n'en parle pas beaucoup sur les grandes chaînes, mais il y a énormément de procès en cours en ce moment qui mettent en cause des personnages politiques extrêmement importants. Et pourtant, on est toujours dans un système où la corruption est très importante. Alors, c'est un phénomène qui est difficile à chiffrer parce qu'on parle d'actes qui sont évidemment occultes. On ne peut pas recenser les faits de corruption comme ça. Donc, il y a des estimations qui sont faites. Il y a une estimation notamment qui a été faite par le Parlement européen dans toute l'Union européenne et qui chiffre pour la France le coût direct et indirect de la corruption à 120 milliards d'euros par an. Uniquement en France. Et on a parallèlement... 120 milliards d'euros, c'est le chiffre qui est cité. Ce serait le chiffre, ce serait ce que coûterait la corruption aux finances publiques, c'est-à-dire l'argent qui ne rentrerait pas, grosso modo, dans les finances publiques ou ce qui serait mal dépensé, notamment dans les marchés publics, puisque ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'il y a de l'argent qui est déboursé dans les marchés publics, mais qu'il y a une partie qui va en commission, une partie qui est détournée de son but. Donc ça, c'est de l'argent qui est perdu pour les finances publiques, c'est de l'argent qui est perdu pour les services publics, et ça a un impact sur le quotidien des gens.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de la corruption comme étant quelque chose de loin, de diffus. En fait, il y a vraiment un impact particulier sur le quotidien des personnes et ça, c'est très important que tout le monde le comprenne pour aussi se rebeller contre ces systèmes de corruption. En fait, la corruption, ça crée des préjudices pour tout le monde. On a des difficultés à accéder aux emplois publics, les entreprises ont des difficultés à accéder aux marchés publics. Les entreprises aussi sont victimes de la corruption. On est victime globalement parce qu'on a, on a moins d'argent dans les caisses de l'État, donc des services publics qui fonctionnent moins bien. On parle de l'école, évidemment, on parle de la santé, on parle de la justice. Donc c'est vraiment des préjudices qu'on subit tous qui devraient encourager tout le monde à lutter contre la corruption. Le sujet qui nous concerne ici, c'est finalement la corruption des agents publics et des élus. J'avais un autre chiffre tiré du rapport d'activité 2023 de l'Agence française anticorruption qui a été créée assez récemment d'ailleurs. Oui, 2016, et ce chiffre nous dit que agents publics et élus comptent pour plus d'un tiers des prévenus dans les affaires pénales pour corruption. Dans le détail, sur 100 prévenus aujourd'hui, 29,7% sont des agents publics et peut-être seulement, je ne sais pas, 3,7% sont des élus. Voilà ce que nous disent ces chiffres. Ça tempère un tout petit peu ce que vous venez de nous dire, néanmoins. Non, je dirais pas ça. Non. C'est normal que ce soit des élus et des agents publics. La corruption ne peut être, en tout cas la corruption passive, ne peut être commise que par quelqu'un qui est en charge d'une mission de service public. C'est la définition de toutes ces infractions. Et l'AFA a donné d'autres chiffres aussi. Elle a dit qu'entre 2016 et 2021, les infractions à la probité, ce qui recouvre la corruption, le trafic d'influence, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt, tout ce qu'on appelle les infractions à la probité, ont augmenté de 28%. Elles ont augmenté de 28%. Ouais. Donc on est plutôt sur une accélération du phénomène et vous aurez noté que l'indice de perception de la corruption de Transparency International France fait baisser la France de 5 places. De 5 places dans son classement. On revient un instant avec vous sur les Hauts-de-Seine parce que vous avez beaucoup travaillé sur Puteaux. Autrement dit, ça continue ce système dans les Hauts-de-Seine. Il y a encore des affaires de celles du même type que nous avons vu dans ce film dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui ? Oui, c'est assez frappant. On voit dans le film Charles Sequeldi-Reynaud, qui était décédé aujourd'hui, ancien maire de Puteaux, qui parle de la mine d'or de la Défense, qui s'installe en partie sur sa commune et dont il veut s'emparer. Et il se trouve que sa fille, Joëlle, qui lui a succédé à la mairie de Puteaux, a été mise en examen en 2020 pour blanchiment de fraude fiscale dans une affaire extrêmement rocambolesque, étant donné qu'elle avait un compte caché au Luxembourg qui a abrité au moins 4 millions d'euros, dont la justice soupçonne que cela pourrait être de l'argent issu de la corruption. Et en fait, quand elle a été dénoncée par son père, qu'on voit dans le documentaire, elle a organisé en urgence l'exfiltration du magot. Et pour ça, elle l'a converti en lingots d'or, 102 lingots d'or, qu'elle a exfiltré de la banque au Luxembourg avec l'aide d'un employé municipal qui s'est chargé de porter les sacs pleins de lingots pour aller planquer les lingots dans une autre banque située quelques centaines de mètres plus loin à Luxembourgville. Donc cette histoire les Hauts-de-Seine font encore parler d'elle. Voilà, donc cette histoire montre d'une part que c'est pas fini, et aussi elle illustre un autre problème qui est également abordé dans le film, qui est l'immense manque de moyens de la justice et de la police pour lutter contre la corruption. Madame Sequeldi-Reynaud a été mise en examen en 2020, on est en 2025 et il n'y a toujours rien. Enfin, en tout cas, pas de procès encore en vue, alors même que les faits ont été découverts en 2015. Donc vous voyez, au bout de 10 ans, l'affaire n'est toujours pas jugée, n'a toujours pas été mise devant un tribunal. Et c'est justement le problème. On voit aussi, par exemple, le procès actuel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne, qui intervient là aussi plus de 10 ans après le début de l'enquête. Et on voit que il y a vraiment une immense misère de la justice et de la police anticorruption, qu'il faut qu'on ait des enquêtes à rallonge, et que aussi sur les affaires de corruption locale, telles que celles qui sont décrites dans le doc dans les Hauts-de-Seine, c'est extrêmement difficile pour la justice et la police d'adapter une réponse pénale. Pourquoi ? Parce que les services d'enquête anticorruption sont déjà engorgés par les très grosses affaires à portée nationale, comme notamment l'affaire Sarkozy-Kadhafi, et qui fait qu'il y a extrêmement peu de moyens pour lutter contre, la corruption ordinaire, et notamment celle liée au marché public dont parlait Élise juste avant.
Alors, c'est l'historien, évidemment, que je m'adresse. Il est toujours bon de remettre un petit peu en perspective les choses. Ce système et ces années de système mis en place dans les Hauts-de-Seine, dans l'histoire de la corruption, c'est véritablement important. Ça prend quelle place ? Alors ça se situe dans un contexte où il y a d'autres systèmes qui sont mi-clientélistes, mi-corrompus, pour le dire vite, et qui sont remises en cause à partir des années 1980-1990. Je pense à ce qu'on appelle la maison médecin, donc autour de Jacques Médecin à Nice. Je pense bien sûr à la ville de Marseille, hein, qui reste encore aujourd'hui entachée d'une réputation très sombre aux yeux d'une majorité de Français. Donc ça fait, je dirais, un ensemble, une constellation comme ça d'affaires qui se ressemblent, de financement illégal d'activités politiques, d'enrichissement personnel éventuellement. Et on voit bien que, d'un point de vue historique, il y a à la fois une continuité des pratiques, ça vient d'être dit parfaitement par l'un et l'autre, et en même temps que la manière dont les questions sont posées change. Et elle change vraiment très profondément. Pourquoi ? Parce que, on le devine dans le documentaire, il y a des stratégies mises en œuvre par les uns et les autres pour garantir leur impunité. Et ces stratégies-là ne fonctionnent plus ou plus comme avant, à partir du début des années 1990-2000, ce qui nous mène à des procès, à des condamnations en justice, par exemple de Charles Pasqua, hein, qu'on voit, qui est presque omniprésent dans ce documentaire. Parce qu'on a mis une boîte juridique en place qui permet de lutter davantage contre justement cette forme de corruption ou ces formes de corruption. Alors pour deux raisons. Je pense qu'il y a un changement d'attitude d'un certain nombre d'acteurs engagés dans la lutte contre la corruption, que ce soit des associations. La première, c'est bien sûr Transparency, chronologiquement, mais il y en a d'autres. De policiers, en dépit du manque de moyens dont ils disposent, ils sont peut-être plus enclins à aller jusqu'au bout de leurs enquêtes. Et aussi des juges, on voit le juge Eric Alphen, là on voit bien toutes les machinations, toutes les difficultés qu'il a traversées. Juste une petite anecdote, en 1990, un inspecteur de police qui s'appelle Monsieur Godinot enquête sur l'affaire des fausses factures de la ville de Marseille, donc l'affaire Urba. La fameuse affaire Urba. Ouais. Et en 1991, il est révoqué de la police pour violation du secret professionnel, et il est réintégré dans la police par Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, en 1993. Or là, on voit bien dans le documentaire que vous avez montré qu'il y a un ancien policier, Monsieur Philippe, Jean-Paul Philippe, qui a écrit coécrit un livre sur le sujet. Il n'y a pas eu de rappel à l'ordre, d'utilisation de la contrainte disciplinaire pour les faire taire. Donc je pense que même si les pratiques se poursuivent, il y a malgré tout une autre manière de penser, de percevoir et de lutter contre la corruption aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la justice rechigne à se saisir d'affaires impliquant des responsables politiques ? Alors peut-être moins qu'avant. Je pense qu'il y a eu des améliorations sur ce point, mais le point crucial, la difficulté cruciale a toujours été l'indépendance relative des procureurs de la République. Et encore une fois, moi j'aime pas du tout catégoriser les gens partout. Il y a des procureurs en France qui ont beaucoup de courage, il ne faut surtout pas pousser dans leur retranchement. Mais de fait, le statut des procureurs de la République en France est imparfait, puisque une partie de leur carrière dépend du ministère de la Justice. Donc ils ont ce qu'on appelle un lien hiérarchique avec le gouvernement, qui fait que souvent ils s'autocensurent en fait. Ils ne vont pas dans les dossiers de personnes qui sont dans le gouvernement, qui sont proches du gouvernement, qui sont dans le parti, qui est au pouvoir. Et ça, c'est parfaitement anormal. Ils ne devraient pas avoir ce type de considération en faisant leur travail, ni devoir d'ailleurs démontrer un courage particulier pour poursuivre une personne qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale. Donc ce contexte-là est difficile et c'est pas le cas dans tous les pays, même en Europe. Donc c'est vraiment une particularité de la France. Avec cette particularité-là, il y en a une autre qui est le procureur de la République dispose de l'opportunité des poursuites. C'est pas un nom qui est très connu, mais ça veut dire grosso modo qu'il peut classer sans suite. Pour le coup, le fameux classement sans suite est assez connu.
Et parallèlement, en France, contrairement encore une fois à d'autres pays, on considère que les citoyens ne sont pas victimes de la corruption. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On est tous victimes de la corruption, mais personne ne l'est au sens de la justice. Donc aucun citoyen ne peut dire moi je porte plainte dans tel dossier, c'est inacceptable ce qui s'est passé dans l'affaire Fillon, dans l'affaire Urba, dans une autre affaire. J'ai vu aussi que vous disiez que la décentralisation et toutes les mesures de décentralisation prises par les pouvoirs publics avaient eu tendance à décentraliser la corruption. C'est assez simple, en fait. Ouais. Je ne suis pas contre la décentralisation, mais Ouais. de fait, elle démultiplie les risques de corruption, puisqu'on démultiplie les décideurs publics. Donc, c'est évident. Et puis... Bon, moi, je ne suis pas de ceux du tout qui disent que la corruption, c'est complexe. Absolument pas. Je pense que c'est rapide à expliquer. Chaque infraction est plutôt facile. Hein. On accepte de l'argent pour faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose dans le cadre de ses fonctions. C'est pas si compliqué que ça. On a un intérêt personnel quand on prend une décision publique. Mais bon, reste que, en fait, c'est une vigilance de tout instant. Et je ne suis pas sûre qu'on l'ait dans toutes les mairies de France. Il y a plein de mairies, il y a plein de conseillers municipaux qui ne sont pas forcément formés à ces enjeux. Donc, non seulement on multiplie les risques de corruption, mais en plus, dans des personnes qui sont en charge de faire respecter l'éthique en politique et qui ne sont pas forcément formés pour le faire. Mais ça, c'est bien. Ça veut dire que s'il suffit de former tous les élus de France, c'est très bien. S'il n'y a pas d'intention, s'il n'y a pas de réseau mafieux à des tailles gigantesques, tant mieux. On est prêt, Anticor, à former tous les élus qui le souhaitent. D'après ce que vous observez, quels sont les secteurs les plus touchés par la corruption en France? On a beaucoup parlé tout à l'heure, c'est vous d'ailleurs, hein, des marchés publics et des BTP. Bon, c'est le cas, j'imagine. Quels sont les secteurs les plus touchés? Oui, c'est en effet le BTP et également tous les gros contrats de concession, je pense notamment à l'eau. Et vous avez vu sans doute que très récemment, l'ancien ministre Olivier Dussopt a été justement condamné pour favoritisme. En tant que maire, il était maire d'Annonay, justement pour l'attribution d'un marché public d'assainissement de l'eau à la Sorre. Donc en effet, c'est ce type de marché public, au niveau local en tout cas, sur lequel il y a les risques de corruption les plus forts. Le type de corruption pratiquées ont évolué aussi avec le temps. Et qu'est-ce qu'on peut dire des corruptions d'aujourd'hui à comparer à celles d'hier? On peut voir les choses de deux points de vue pour aller vite. Le premier point de vue, c'est effectivement des opportunités laissées par l'existence de ressources publiques que l'on peut capter. Alors les ressources publiques que l'on peut capter, effectivement, entre la construction des lignes de chemin de fer dans les années 1840 et les offices HLM de la fin du XXe siècle, ne sont pas les mêmes. Le deuxième jeu de contraintes, c'est le système de normes qui encadre ou qui régule le financement des activités politiques. Les élections, les emplois de permanents, partisans, etc. Bon. De ce point de vue-là, les choses changent beaucoup. Et je dirais que ces pratiques de corruption, elles sont très réactives. Voilà, dès qu'on invente quelque chose, à titre légitime, comme la décentralisation, la France était, avant 1982, un pays hyper centralisé. Donc on comprend aussi pourquoi il a fallu cette décentralisation. Du même coup, les pratiques s'adaptent. Et il y a des choses qui ne changent pas. Et ce qui ne change pas, c'est le fait qu'il y ait des petits groupes, on va dire des petits réseaux de gens qui se cooptent, à l'intérieur desquels il y a des rôles qui sont attendus, qui sont des rôles mi-publics, mi-privés. D'un côté, on va nier jusqu'au bout toute opération corrompue, puis de l'autre, on fait le travail. Voilà, et ça, c'est pas spécifiquement français, hein. On le trouve bien en Italie, au moment de l'opération main propre, etc. Il y a une sorte de double regard, mais la répartition des rôles entre quelqu'un qui a un patron politique, ici Charles Pasqua, des jeunes gens qui font le travail, Patrick Devedjian, Nicolas Sarkozy, etc., c'est quelque chose qui est vraiment dans la longue durée. Oui, moi je voulais faire un lien avec une affaire qui est plus récente que celle-ci, qui est l'affaire McKinsey, qui n'est pas encore jugée, donc je vais avec toutes les pincettes du monde. Ce qui est reproché, disons, ou le soupçon qu'il y a... cabinet de conseil. Hein. Oui, McKinsey, cabinet de conseil, Ouais. donc qui a facturé aux différents ministères, au gouvernement, des prestations très très chères, dont certaines, a priori, étaient déjà faites, étaient déjà à disposition du public, donc ils ont peut-être facturer quelque chose qu'ils n'ont pas fait ou qui était déjà fait. Donc, se faisant une marge dont toutes les entreprises pourraient rêver. Je pense que les gens qui nous écoutent seraient très envieux. On parle de 70%, 90%, comme dans l'affaire des sondages de l'Élysée d'ailleurs.
Et là, ici, en plus de ça, donc une facturation qui est douteuse, remise en cause, jugée probablement trop élevée, on a aussi une société qui est soupçonnée d'avoir aidé Emmanuel Macron lors de l'organisation de sa campagne, d'avoir fait son programme, d'avoir mis à disposition des cadres de l'entreprise pour l'aider. Donc on voit qu'on a toujours cette corrélation entre finalement détourner de l'argent public et au bénéfice des entreprises qui se mettent au service des élus pour leur permettre de gagner des élections. Et finalement, c'est un système qui ne termine jamais. Quand on voyait la défense, l'EHPAD, on voit bien que même Nicolas Sarkozy a cherché à y placer son fils. À un moment, ça avait choqué toute la France. Donc c'est quelque chose sur lequel il fallait avoir une mainmise, finalement. Et ce système-là, comme l'évasion fiscale, à mon sens, c'est finalement l'argent de la corruption, l'argent de l'évasion fiscale qui vient financer les campagnes électorales. Et tant qu'on ne mettra pas fin à ça, on aura toujours des personnes qui seront élues et qui auront intérêt à ce que ces schémas restent en vigueur. Est-ce qu'il y a spécificité française ou pas? Nous ne sommes pas les champions d'Europe de l'anticorruption, loin de là. Je crois que le pays le moins corrompu, si on peut dire des choses comme ça serait le Danemark. Vous avez des points de référence comme ça de système anticorruption qui marcherait, et de législation anticorruption, et d'une justice qui ferait peut-être davantage que nous en France, dans d'autres pays européens? Il y a des références aujourd'hui en Europe en matière de lutte contre la corruption des agents publics et des élus? Je ne suis pas sûr qu'il y ait de grosses différences systémiques, notamment en Europe. Par contre, il y a parfois des différences en termes de moyens. Et par exemple, une affaire que je connais bien, alors là c'est un autre type de corruption, c'est la corruption d'agents publics étrangers, c'est-à-dire quand les grandes entreprises françaises se livrent à la corruption pour vendre leurs produits à l'export. Donc la plus grosse affaire jamais survenue en Europe là-dessus, c'était l'affaire Airbus. Et on voyait qu'en France, il y avait une poignée de policiers et de magistrats, alors que c'était une enquête conjointe avec les Britanniques, où ils ont pu mettre plusieurs dizaines de Donc policiers. on en revient à cette fameuse question des moyens que vous évoquiez au départ. Et il y a par ailleurs aussi, moi je trouve une grande différence, qui est en fait la sévérité de la justice. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tabou en matière de condamnation du personnel politique. Pour être très clair, les politiques vont extrêmement rarement en prison. Et par exemple, les États-Unis ont une culture très différente. Et aux États-Unis, c'est tout à fait normal et presque banal de voir des hauts fonctionnaires, des élus, passer 5 voire 10 ans en prison pour des faits de corruption grave. Et alors, c'est évidemment pas pour dire qu'il faut mettre tous les élus en prison, mais moi, je suis persuadé que... C'est peut-être pour dire qu'il faudrait durcir les sanctions. Voilà, que si vous voulez, il y a aussi un problème d'exemplarité. C'est-à-dire que je pense que si un élu, finalement, a peur ou se dit « tiens, il y a quand même un risque que j'aille vraiment en prison », peut-être qu'il fera un peu plus attention. Le rapport des Français à la corruption, elle est tout de même assez paradoxale. On voit les Français réélire fréquemment du personnel politique qui a déjà été condamné. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport aux Français à la corruption? C'est assez surprenant tout de même parfois. Oui, vous avez raison. J'aimerais dire deux choses de ce point de vue en revenant sur les remarques qui viennent d'être faites. Même si effectivement il y a moins de corrupteurs occupant un poste public qui sont condamnés en France que dans d'autres pays comme les États-Unis, historiquement on n'a jamais autant condamné depuis la fin des années 1990. Quand on regarde depuis 1825 les statistiques judiciaires, le nombre de condamnés pour atteinte à la probité n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on est passé d'une société où l'impératif c'était de moraliser le pouvoir à une société où cette fois-ci on cherche à pénaliser des déviances commises par des hommes politiques et où donc ceux-ci devraient être des justiciables comme les autres. Et ça rejaillit sur ce que vous disiez, l'impact que ça a sur nous et donc la perception qu'en ont les Français. C'est vrai que la corruption, c'est ce crime dont on est une victime sans s'en rendre compte la plupart du temps. En revanche, ça a des échos très très lourds sur la perception de notre système politique. Et là, une perception qui s'est beaucoup dégradée ces 30 dernières années et qui explique sans doute aussi que dans les indices de Transparency, où il y a beaucoup question de perception de la corruption, eh bien, la France rétrograde, parce que les Français sont de plus en plus majoritairement persuadés que le personnel politique est corrompu.
les médias sont peut-être en partie responsables parce qu'on a peut-être tendance à mettre la loupe sur un certain nombre d'affaires. Oui, c'est la vision qu'on a toujours eue. Anticor, on essaye on porte plainte pour corruption, on essaye de mettre en valeur aussi des élus, et on fait des propositions éthiques pour les élections, parce que sinon on a perdu le combat en fait. Sinon c'est le tous pourri du Front National depuis le début des années 2000 qui va vaincre et qui d'une part est faux, parce qu'il y a plein d'élus qui sont parfaitement exemplaires, juste que c'est pas forcément eux qui font les plus grandes carrières. Et qui en plus n'est pas souhaitable parce qu'on vit dans une démocratie et qui implique que les citoyens donnent mandat à des représentants politiques. Donc c'est pas la défiance qu'il faut encourager, c'est la confiance, mais la confiance elle se mérite. Donc il faut sortir du jeu politique les élus qui déméritent, et moi encore je suis complètement d'accord, vraiment faire un appel à la justice. Je suis pas du tout pour la prison, mais en fait s'il y a rien qui convainc les élus d'avoir un comportement irréprochable, et oui, qu'ils aillent en prison ou qu'ils perdent leur mandat. Il y a la peine d'inéligibilité qui, vous le savez, en ce moment est débattue devant le Conseil constitutionnel qui est depuis peu présidé par Richard Ferrand. Ça, c'est un enjeu qui est complexe mais qui est très important pour les Français, pour les habitants de ce pays. Ça sera le mot de la fin, malheureusement, parce qu'on aurait souhaité passer davantage de temps avec vous pour parler de notre sujet du jour, la corruption chez les agents publics, chez les élus français. On voit que le sujet est encore sur la table et est loin d'être résolu. C'est en tout cas ce qu'on gardera de cet échange que nous avons eu tous les trois après ce documentaire, ce focus. Ce fameux focus sur le système mis en place dans les Hauts-de-Seine dès les années 60 pour cette machine à cash. C'était le terme utilisé du côté de l'UDR, puis du RPR, puis de l'UMP, ce qui nous a été donc démontré dans ce film. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda avec une mention spéciale car elle s'est beaucoup intéressée à ce sujet pour m'aider à préparer cette émission. Merci aussi à Yacine Benaïssa. Et je vous donne prochain rendez-vous avec DébatDoc tout simplement à la même place, à la même heure et toujours bien entendu avec son documentaire et son débat. À très bientôt.